pneus. Oui, encore, mais cette fois, c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce que la FOM est peut-être en train de lâcher ses pneus fragiles de merde et cette histoire d'arrêt obligatoire. Mais il y a un plot twist à l'histoire, parce qu'on pourrait passer à 2 arrêts obligatoires. Donc bienvenue dans ce Garage Talks où c'est un peu Slow News Day, buvez Oli Energy avec les codes Clippy. Bienvenue dans Garage Talks. C'est quelqu'un qui m'a dit, ouais, de moins en moins subtil, les intégrations Oli, elles l'ont jamais été, de quoi tu parles? Il y a pas très longtemps, dans une vidéo, je vous parlais de mon règlement technique à moi, celui que j'aurais voulu. C'est une vidéo qui est conjointe à une vidéo où je parlais de mon calendrier à moi, celui que j'aurais voulu. Ça sous l'étendard de ma vision de Dieu empereur de la Formule 1, bref, quelque chose de subtilement modeste mais totalitaire. Et dans la dernière, du coup, celle sur le règlement technique, j'évoque timidement la notion de pneumatique en fin de vidéo, disant que je voulais moi aussi des pneus plus solides, des pneus dans lesquels les pilotes peuvent taper, mais ultimement garder 2 arrêts au stand obligatoires. Je disais aussi que j'étais ouvert à l'expérimentation pour plein de raisons, notamment parce qu'il y a des circuits comme Monaco où tu peux pas doubler et où 2 arrêts c'est juste, on a vu quoi. Et j'évoquais le Grand Prix du Qatar 2023 comme base de cette lubie de Grand Prix à 2 arrêts. Et maintenant on sait que la FOM regarde Clippy da Clip. C'est moi wesh. C'est exactement les mêmes discussions qu'ils sont en train d'avoir. Actuellement reporte, j'ai failli dire Sky Sport, reporte Motorsport Italie. Pourquoi t'as dit Motorsport ? Sport comme mon allemand. Motorsport Italie. Bon, c'est pas exactement une idée qui est faire de lancer, ça ne se dit pas par la FOM, mais c'est, si on est exact, une idée soutenue par la FOM et certaines équipes. Donc c'est peut-être Esteban, Charles, Pierre, Isaac, tout autre pilote francophone qui regarde Clippy da Clip et qui a fait pas con, je vais en parler au team principal. Ça se trouve, c'est juste Vasseur qui regarde. Fred, si tu m'appelles, hein? Avec la quantité de fions que j'ai fait à Ferrari, je pense pas il m'appelle. C'est apparemment une idée qui date pas d'hier et on comprend pourquoi, parce que à l'heure d'aujourd'hui, une heure où on se fait en partie, notez la nuance ici, en partie chier parce que tous les pilotes sont dans un rôle de gestionnaire. Je l'ai dit 1 ou 2 fois déjà, mais j'ai d'assez bonne autorité que, avec les restrictions actuelles, sur l'essence, les gommes fragiles, etc., les pilotes de Formule 1 font proportionnellement à leur temps de course plus de gestion que les pilotes hypercars. Après, c'est peut-être justement ça le challenge. Faut qu'on ait un pilote qui ait la gymnastique mentale pour jongler entre la gestion, la batterie, tous les settings sur le volant et en même temps taper les bons temps autour et en même temps aller dépasser le gars. Pour le spectateur, on se fait chier sa mère en fait. Du coup, vous trouvez un juste milieu. Alors, si vous nous rejoignez depuis peu, il faut savoir qu'en Formule 1, les pneus sont produits uniquement par Pirelli et que leur cahier des charges a été imposé par la FOM et la FIA et ces derniers veulent des gommes fragiles. Tout ça parce qu'il y a eu quelques courses dont la dégradation était plus élevée et ont donné des résultats surprenants et des actions confuses, ma foi, tout à fait charmante pour le spectateur passant par là. Mais justement, ce qui a rendu ces courses si surprenantes, c'est la surprise. De con. Ergo, si tu t'attends à ce que ta gomme soit fragile, tu vas agir en conséquence et demander au pilote de conduire à un rythme qui permet de préserver les gommes. Et comme un arrêt, c'est généralement toujours plus rapide que 2, c'est pas tout à fait vrai, mais genre, les pilotes vont s'ajuster pour ça. La manière dont ça se passe derrière les rideaux du paddock, en backstage, parce que les équipes dans leurs quartiers généraux ont généralement des gros PC sa mère, un petit peu plus puissants que ta machine avec une 3080, tu vois. Et grâce à des logiciels de simulation ultra pointus, ils calculent avec précision les temps au tour moyens afin de gérer au mieux la conso d'essence et de gomme pour un seul arrêt. Et souvent, quand tu la compares avec le temps nécessaire pour 2 arrêts, la diff est pas forcément catastrophique et il y a peut-être même des scénarios où 2 arrêts c'est plus rapide. Mais avec cette génération de bagnoles où doubler c'est peut-être encore plus la merde que la génération où l'outwash était présent à outrance, parce que les voitures de cette année, elles souffrent aussi de problèmes avec l'air sale, mais pire que ça, dans les zones lentes elles peuvent rien faire parce que c'est des paquebots limousines. Bref, avec cette génération de voitures, conserver la position sur la piste, c'est plus critique que d'être plus rapide. Alors si la Formule 1 c'était un gros contre-la-montre, genre que tous les GP c'était A08 endurance dans Nation, peut-être que 2 arrêts ce serait le top effectivement. Mais comme faut doubler et que tu peux pas no-clip dans Verstappen, tu restes en piste. Tu restes en piste à un rythme de course plus lent qui va par conséquent favoriser la gestion des températures, la longévité de tes pneus. Les stratégies à un seul arrêt c'est pas mal aussi pour éviter les problèmes au stand. Ça peut aussi éviter les complications dans le trafic, mettons que t'es sur une Red
Red Bull, que tu t'arrêtes une deuxième fois, tu ressors 15e, t'as le rythme pour aller reprendre la P1, mais t'es bloqué derrière une As qui verra pas de drapeau bleu, parce que t'es P15 et qu'elle est P14. Donc elle a toutes les raisons de défendre. En théorie, les pilotes sont un peu plus intelligents que ça, et quand ils savent que c'est pas leur course, ils laissent passer. Mais ils vont pas laisser passer au détriment de leur propre course, donc tu perds quand même du temps. Bref, avec tout ça, on comprend par exemple que Ferrari ait envie d'éviter 2 arrêts comme la peste. Parce que déjà qu'un seul, c'est compliqué. Fred va pas m'inviter, c'est certain. Donc on a des courses où les pilotes tournent comme des horloges à un temps imposé pendant 70% de la course, peut-être même plus. Ils ont vraiment des chronos de référence donnés par leur ingé tout au long du Grand Prix, dépendant de plein de variables, mais ils essayent de rester le plus proche possible du chrono moyen qui va pas baiser leurs pneus. Et c'est pour ça que des fois, tu vois Verstappen être ultra agressif, t'as l'impression qu'il a le rythme pour être devant, mais comme il n'arrive pas à passer au bout de 5 tours, il va settle dans une position confortable où il va pouvoir gérer ses gommes. Peut-être que la strat ramènera la course à lui ou peut-être pas. Et ça, c'est pas très spectaculaire, quoi. Parce que évidemment, à l'opposé, il peut continuer d'attaquer un tour après tour. Par contre, il va baiser sa strat et ça va lui coûter beaucoup plus cher. Résultat, on a des trains de voitures qui suivent, des pilotes qui font de la gestion plus de 70% du Grand Prix et quelques rares tentatives de temps en temps à 2 arrêts qui sont surtout présentes dans le midfield où c'est pas très important d'être P11 ou P15, tu vois, mais sur un malentendu, on peut aller chercher des points avec 2 arrêts, alors pourquoi pas. Et alors la FOM veut agir et les propals sont intéressantes. Alors, il y a 3 propositions. La numéro 1, la moins intéressante selon moi, serait de forcer les équipes à s'arrêter 2 fois et à utiliser 3 types de pneumatiques, les 3 types qui sont déjà présents sur tous les Grands Prix. Donc on garderait une gamme étendue C1, C2, C3, C4, C5, mais comme sur les Grands Prix on ramène que 3 types de gomme et qu'on appelle à ce moment-là soft, medium, hard, les équipes auraient le choix de quand utiliser les dites gommes, mais à tout casser on aura quoi, 2, 3 permutations de gomme, et une fois que les ingés auront capté ce qui marche le mieux, le gimmick marchera déjà plus. Surtout que ce que je lis là-dessus laisse à penser qu'on garderait des gommes actuelles ou pas très différentes. Donc oui, les gommes avec une chute libre de perf qu'on peut parfois constater dans le 3e secteur d'un tour qualif. Terrible, bordel. Rendez-vous compte que les gommes Pirelli sont tellement sensibles qu'il y a eu des pôles claqués sur des médiums parce que les softs tenaient pas la totalité du tour. Il y a une seconde solution qui est un peu hybride, qui parlerait de juste limiter le kilométrage des gommes à 45%, ce qui par conséquent donne systématiquement une course à au moins 2 arrêts. Et enfin, il y aurait laissé tomber les gommes fragiles et imposer 2 arrêts au stand. Tout bêtement. Alors c'est selon moi la propale la plus intéressante du lot parce que c'est celle qui permet le plus de permutations stratégiques, mais je fais une grosse connerie là. Parce que je regarde ça avec les yeux de quelqu'un qui regarde la réglementation actuelle. Et si on a ce regard-là, il y a de fortes chances qu'on réponde quelque chose du style « saturer toute stratégie différenciée ». Une bullshit. Pourquoi t'as rajouté une devant bullshit? Ça rend la phrase beaucoup moins flowy et beaucoup plus cringe. Oui. Bon, hors plus safety car multiple, et évidemment en ne comptant pas Monaco où 2 arrêts étaient obligatoires, quelle course a été remportée avec 2 arrêts au stand cette année? Compare maintenant avec quelles courses ont été remportées avec 1 arrêt au stand cette année. Et tu te rends compte qu'il semblerait que les stratégies différenciées ont déjà un gros pied dans la tombe. Et on pourrait aussi me dire, et oui vous aurez remarqué que j'ai sélectionné des réponses en dessous de mon tweet sur le sujet de la semaine dernière, harder and narrower tires for the entire GP and no pit stops. And of course, open to all tire manufacturers. Alors j'ai pas compris pourquoi elle a répondu en anglais sachant que je tweetais en français. Peut-être qu'il a une trad par défaut, ou que c'était pour me permettre de flexer en vidéo. Mais c'est de la merde comme réaction ça. Ouais, c'est pas très nuancé comme réaction de ma part, désolé, mais il y a un moment moi aussi je fatigue en fait. On a déjà expérimenté avec un seul train de pneus par course en Formule 1, c'était en 2005. On avait aussi plusieurs manufacturiers de pneus. C'était pas une réussite. Je sais pas, demander au public à Indianapolis. Les courses étaient prévisibles, les pilotes étaient forcés à gérer leurs pneus, l'accent était mis sur la constance, demander à Raikkonen et à son moteur ce qu'ils en pensent. De surcroît, ouvrir la porte à plusieurs manufacturiers comme, je sais pas, Bridgestone et Michelin par exemple, un peu comme en 2005, c'est un gros vecteur de disparité, soit-elle économique ou perfo. C'est aussi un joli bourbier qui demande parfois aux équipes de choisir entre performance et sécurité. Je peux encore vous pointer vers le Grand Prix d'Indianapolis 2005 qui ressemble à juste au championnat du monde de Formula Gran Turismo dans GT4 avec 6 voitures sur la grille, ou vers la guerre ouverte entre Hoosier et Goodyear en NASCAR. Guerre pneumatique qui va pas juste coûter de la perf, du fric et du temps, mais qui va aussi coûter des vies. Et j'aborderai sûrement ça plus en détail un jour, que ce soit dans le putain de feature length documentary que je suis en train d'écrire ou dans une vidéo dédiée. Oui, il y a une vidéo sur le NASCAR, ça fait depuis... faudra que je regarde la date de création du fichier. Je fais tout sur des TXT avec Notepad++, mais genre, ça fait depuis l'ancien
bureau qui était dans l'autre pièce que j'ai commencé à écrire. Donc ça, j'avais commencé à l'écrire, je me souviens, à peu près en même temps que j'avais commencé à écrire la vidéo sur la Delta Wing. Alors il y en a d'autres aussi qui vont demander un retour aux stratégies carburant parce que quoi? Mais quoi? Je fais de mon mieux pour plus péter mon crâne, hein, j'apaise mon cœur. J'ai plus grand chose à redire à ce sujet. D'une part, c'est des coûts supplémentaires d'enculé de repasser au refueling. Ça ramène rien pour le spectateur et ça donne plein de problèmes de sécurité en plus. Donc non, le refueling, c'est pas l'avenir de la Formule 1, calmez-vous. En fait, ce que j'ai remarqué avec cette news-là, et c'est même pas une news complète, hein, pour l'instant, c'est juste des discussions, c'est qu'il y a plein de gens qui vont réagir négativement, immédiatement, volontairement. Parce que prendre le truc en grippe et faire une vidéo ou un tweet à charge dessus, c'est bon pour les stats. Mais c'est dommage, parce que dans la nuance, on peut y voir autre chose. Si on part sur la voie du pneu solide et perfo et de 2 arrêts obligatoires, et qu'il y a même une simplification de la gamme, c'est-à-dire qu'on arrête de faire chier les gens avec 3 types de gommes différentes, de toute façon le spectateur moyen lit pas, si on simplifie tout pour qu'il y ait les gommes tendres et les gommes dures, et que la seule règle ce soit 2 arrêts au stand, on ramène là un peu plus la course dans les mains du pilote que dans celle du pit wall. Parce qu'avec des pneus dans lesquels ils peuvent taper, les pilotes peuvent laisser le talent s'exprimer. Et parfois même des pilotes dans des voitures inférieures, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont la niaque, parce qu'ils attaquent non-stop, parce qu'ils lâchent rien, parce qu'ils ont la stamina, ils pourront aller créer un exploit qui est impossible à créer aujourd'hui à l'heure de la gestion. C'est bien simple, si tout le monde gère, le skill gap est réduit, parce que tout le monde doit tourner en dessous de ses capacités, le talent pur, hein, celui qui fait qu'on dit lui c'est un diamant brut, il a moins d'opportunités pour s'exprimer. En plus on a toujours des opportunités stratégiques, parce que là on va passer de juste combien d'arrêts, la réponse étant quasi systématiquement 1, à quand est-ce qu'on case les 2 arrêts? En plus, on enlève un peu de puissance à l'undercut qui a l'air d'être surpuissant partout. Parce que si les pilotes peuvent taper dans les pneus comme ils veulent sur la totalité du stint, bah l'overcut peut marcher maintenant. Et puis, la variabilité de quand est-ce que tu cases les arrêts au stand, d'un circuit à l'autre, ce sera totalement différent. Enfin, jusqu'à ce que les ingés aient figuré le schmilblick et qu'on ait moins de variations au fur et à mesure. Après, les variations vont passer d'un gap d'une dizaine de tours à 3 ou 5, tu vois. Et bon, ça, c'est tous les gimmicks, ça. Les craintes de voir Monaco se répéter, soulevées par des gens qui devraient savoir mieux que ça, me laissent à penser que c'est vraiment volontaire de chier sur le truc, parce que oui, Monaco, on peut pas doubler. Mais essaye, hein, un peu à l'instar de Hadjar et Lawson, de ralentir le field pour te donner un pit stop gratuit à Monza. Ça y est, au Qatar. À Budapest, peut-être ça marche. Sur le reste de l'année, beaucoup moins. Ce qu'on perd, par contre, pour sûr, et ça, je sais qu'il y en a qui adorent l'exercice, qui adorent l'idée, mais on perd les grosses perfs de gestionnaires. C'est vos Jenson Button, c'est vos Sergio Perez, ceux qui murmurent à l'oreille des pneumatiques. C'est ceux qui peuvent attaquer tout en conservant. Carburant, pneumatique. Hamilton aussi, fut un temps. Je dis Perez et Button, mais Hamilton fut un temps était très bon dans la gestion. Bon, aujourd'hui, tout le monde est obligé de gérer, donc disons que son avantage est moins net. Exactement comme dans ma vidéo sur le règlement technique, j'en arrive à la même conclusion. J'aimerais voir ce que ça donne avant de pouvoir vous dire que c'est une super bonne idée. Parce que j'ai pas envie non plus d'être dans le camp inverse, de dire c'est une bonne idée, juste pour me mettre en porte-à-faux de Jean-Jacques Formula One, qui a dit c'est de la merde en barre, parce que c'est pas bien, parce que c'est différent. On peut pas le savoir, tout est glorieusement imparfait, surtout les simulations, parce que tant qu'on n'a pas vu de vraies voitures sur une vraie piste faire des courses à 2 arrêts où ils peuvent taper comme des enculés dans les pneus, on pourra pas savoir. Que pour l'instant, on a un exemple de ça, c'est le Qatar. C'est un exemple, un seul, et se baser là-dessus de la même manière qu'on s'est basé sur une toute petite poignée de courses pour demander à Pirelli maintenant de faire des pneus qui s'effondrent pour rien, c'est pas forcément une bonne idée. Et on pourrait avoir, une fois de plus, une décision prise en toute bonne foi, mais basée sur des datas faussées. Et là où, moi, j'ai un avantage sur la FOM, c'est que dans mon calendrier à moi, j'avais des événements hors championnat, où l'utilisation de gimmicks était justement encouragée pour tester des choses qui seraient peut-être bien à inclure au championnat du monde plus tard. FOM a pas ça. Donc, ils vont sûrement vouloir expérimenter avec ça sur des week-ends de Grand Prix, en plus de, bien évidemment, expérimenter avec ça de manière, comment qu'on dit, dématérialisée, avec des datas fournies au simulateur. Peut-être même qu'ils vont choper une mule de test, il y a 1 ou 2 ans de ça, foutre des stickers Pirelli dessus et voir ce que ça donne. Me semble que Pirelli, genre, roule une ancienne Ferrari ou quelque chose comme ça, justement comme mule de test. Quoi qu'il en soit, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner et de les voir expérimenter avec tout ça. Encore plus que n'importe quoi d'autre que le règlement 2026 veut apporter, parce que bon, le shit show que ça a l'air d'être, pour moi c'est bien, il va y avoir du contenu, hein. Par contre,
pour l'action en piste, je sais pas. Ça a un fort potentiel à ramener de l'action en piste. Et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. J'estime vraiment que 2 stops sur des gommes solides, c'est pas une mauvaise idée du tout, sur le papier. Mais faut pas oublier que ce sport qu'on aime tant, il évolue, ça fait partie de son ADN. La Formule 1 de 2032 sera peut-être aux antipodes de ce qu'est la Formule 1 actuelle en 2025. Un peu comme la Formule 1 de 2025 n'a rien à voir avec la Formule 1 de 2005 et n'a rien à voir avec la Formule 1 de 95. On pourrait revenir jusqu'en 55 comme ça. Bref, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Quant à moi, c'était Clip. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez nous suivre absolument partout, sauf dans la rue. J'ai le quart sur le feu qui sonne à la porte, donc je vais me remettre à travailler là-dessus, FISA. Et je compte éventuellement ramener le bail des chroniques ciné, là, que m'a dit oui, faut en refaire, allez, s'il te plaît. Pas forcément avec F1 le film, parce que ça vient de sortir et que je pense qu'Apple serait bien sur mon cul. Mais pourquoi pas avec un film un petit peu plus méconnu, qui parle quand même de sport auto, avec Sylvester Stallone. Et le mec qui joue le Dr. Wilson dans Dr. House, dont j'ai oublié son nom là. Bref, plein de trucs sur le feu qui sonnent à la porte, plein de projets, vous imaginez même pas. Et une année 2026 qui s'annonce compliquée pour moi à bien des aspects. Bref, c'était Clipidaclip. Bisous.